Le smartphone qu'on a dans la poche, le café du matin, nos vêtements. C'est simple, la plupart des objets de notre quotidien sont le fruit du commerce mondial. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui pousse un pays à fabriquer des puces électroniques plutôt que des t-shirts? Eh bien, derrière cette question toute simple, se cachent des idées économiques vraiment puissantes qui ont façonné notre monde. Allez, explorons ensemble ces grandes théories du libre-échange. Oui, c'est la question fondamentale. Après tout, pourquoi s'embêter? Pourquoi ne pas tout faire chez nous? L'autosuffisance, ça sonne bien, non? Et pourtant, ça fait plus de 200 ans que les économistes expliquent que c'est une très mauvaise idée. La clé, selon eux, ce n'est pas de savoir tout faire, mais de faire ce qu'on fait de mieux et d'échanger le reste. Voyons un peu comment cette idée a germé. Notre voyage commence au XVIIIe siècle avec un nom que, bien sûr, tout le monde connaît. Adam Smith. Il est considéré comme le père de l'économie moderne, et c'est le premier à avoir formulé une théorie claire sur le commerce entre les pays. Son idée de départ est d'une logique implacable. C'est l'avantage absolu. Alors pour Smith, la logique est super simple. Imaginez qu'on est le meilleur boulanger de la ville. On est le plus rapide et celui qui utilise le moins de farine. Eh bien, on a un avantage absolu pour faire du pain. Maintenant, appliquons ça au pays. Si une nation produit des voitures plus vite et avec un coût du travail plus bas que toutes les autres, elle devrait se concentrer là-dessus. C'est ça l'avantage absolu. Le principe est donc limpide. Chaque pays se spécialise là où il excelle, là où il est le meilleur. Il arrête tout simplement de s'acharner à produire des choses pour lesquelles il est moins doué. Et le résultat est quasi mathématique. Les ressources mondiales sont mieux utilisées, la production globale augmente, et au final, il y a plus de richesses à se partager pour tout le monde. Et voilà, c'est là qu'on touche à la limite du modèle de Smith. Imaginons un pays tellement productif qu'il a un avantage absolu dans tous les domaines. D'après Smith, il n'aurait aucun intérêt à commercer avec les autres. Alors, le commerce international s'arrêterait net? C'est un vrai casse-tête que David Ricardo va brillamment résoudre. Et c'est là qu'intervient David Ricardo. Quelques dizaines d'années après Smith, il s'attaque à ce paradoxe. Et sa réponse, elle va carrément révolutionner la pensée économique et montrer que même le pays le moins productif du monde a tout intérêt à jouer le jeu du commerce international. Attention parce que Ricardo, il change complètement la règle du jeu. Il dit en substance, arrêtons de regarder qui est le meilleur dans l'absolu. Intéressons-nous plutôt au coût d'opportunité. C'est une idée simple mais hyper profonde. Pour produire une voiture, à combien de tonnes de blé est-ce qu'on doit renoncer? C'est ce coût de renoncement, ce coût relatif qui devient la clé de tout. La conclusion est radicale. Un pays doit se spécialiser non pas là où il est le meilleur, mais là où il est le moins mauvais. Oui. Même une nation qui serait moins productive dans tous les secteurs trouvera forcément un domaine où son désavantage est plus faible. C'est ça, son avantage comparatif. L'exemple historique de Ricardo, avec le drap anglais et le vin portugais, a prouvé que cette spécialisation profitait bien aux deux pays. Ce tableau, il résume parfaitement le bond en avant intellectuel. D'un côté, on a Smith qui se focalise sur le coût absolu. La question c'est, qui est le meilleur? De l'autre, Ricardo qui s'intéresse au coût relatif. À quoi doit-on renoncer? La règle de Smith, c'était « fais ce que tu fais le mieux ». Celle de Ricardo est beaucoup plus subtile. « Fais ce qui te coûte le moins de sacrifier ». Et la grosse différence, c'est que la théorie de Ricardo, elle, s'applique tout le temps. Elle ouvre la porte du commerce à absolument toutes les nations. D'accord. Mais alors, une question se pose. D'où viennent ces avantages comparatifs? Smith et Ricardo se sont beaucoup concentrés sur la productivité du travail. Au XXe siècle, des économistes comme Heckscher, Olin et Samuelson ont proposé une autre explication en regardant simplement les ressources de chaque pays. Ce théorème, qu'on appelle HOS, nous invite en fait à regarder dans la boîte à outils de chaque pays. Qu'est-ce qu'on y trouve en grande quantité? Des millions de travailleurs? Ça, c'est le facteur travail. Ou alors des usines ultramodernes, des robots, des infrastructures de pointe. Ça, c'est le facteur capital. Selon cette théorie, la spécialisation d'un pays découle tout droit de la ressource qu'il a le plus. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. L'Allemagne, riche en capital, en savoir-faire, en ingénierie, va naturellement exceller dans la production de machines industrielles complexes. À l'inverse, la Chine, avec son immense population, a très longtemps basé son avantage sur des industries qui demandent énormément de main-d'œuvre, comme le textile. En fait, chaque pays capitalise sur ce qu'il a en abondance. C'est aussi simple que ça. Allez, on fait un bond dans le temps pour arriver à l'ère moderne, parce qu'aujourd'hui, le tableau s'est encore enrichi. Un nouveau facteur est devenu absolument crucial pour expliquer les avantages comparatifs, la technologie et l'innovation. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de dotation qui domine tout, la technologie. On ne compte plus seulement le nombre de travailleurs, mais plutôt le nombre de docteurs, d'ingénieurs. On ne compte plus le nombre d'usines, mais le nombre de brevets déposés chaque année. On est vraiment passé de la quantité à la qualité. Le capital humain et le capital technologique sont devenus les nouvelles armes de la compétition mondiale.
Et là, les exemples sont frappants. La domination américaine dans le secteur du numérique avec les GAFAM, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas tombé du ciel, c'est le résultat d'un stock immense de capital technologique et humain. De la même manière, la Corée du Sud mise de façon stratégique sur des secteurs de pointe comme la R&D pour s'assurer un avantage technologique durable. Donc, si on résume tout ce parcours intellectuel, on est parti de l'idée assez simple de Smith, soyez le meilleur. Puis Ricardo est arrivé en disant non, soyez juste le moins mauvais, ça suffit. Ensuite, EOS nous a aidé à comprendre pourquoi on est bon ou mauvais en nous disant de regarder nos ressources. Et enfin, l'ère moderne nous montre que l'avantage décisif, aujourd'hui, il se crée dans les labos et les universités. Chaque étape a ajouté une pièce au puzzle immense du commerce mondial. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. Dans un monde où l'intelligence artificielle et l'automatisation rendent le coût du travail et même du capital de moins en moins important, qu'est-ce qui va bien pouvoir distinguer les nations? La créativité? La maîtrise des données? La rapidité d'adaptation? La course pour définir le prochain grand avantage comparatif, elle est déjà lancée.